Alors nous allons commencer cette deuxième partie de notre journée avec une allocution d'un grand nom de l'addictologie qui est Gérard Osterman, qui est un professeur en thérapeutique, médecin interniste, psychothérapeute et analyste français. Il est notamment un spécialiste des conduites addictives, il a travaillé avec Boris Cyrulnik, et il est le fondateur du collège régional des addictologues aquitains. Je vous demande d'applaudir donc Monsieur Gérard Osterman. C'est mieux comme ça au début parce qu'après on ne sait pas trop finalement. Merci pour cette présentation. Je dois dire que peut-être mon propos va être un peu décalé par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, parce que ce qui m'intéresse bien évidemment c'est la clinique, c'est-à-dire la rencontre avec les personnes qui sont devenues esclaves de l'alcool. Et quand une personne est dans la dépendance à l'alcool, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui souffrent. Donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration du plaisir et du bien-être, bien au contraire. J'ai eu une formation de médecin. D'abord, je suis de la faculté de médecine de Tours. Et je me rappelle avoir visité les caves de Vouvray. Et dans une des caves de Vouvray, je n'ai pas fait de diaporama parce que bon, je préfère parler comme ça. Mais j'ai l'affiche. Sur cette affiche, il y avait marqué « Le vin, c'est la France, l'eau, c'est la souffrance ». Ça donne le ton, si vous voulez. Et Michel Craplet, qui est un grand ami et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'alcoolologie clinique, disait un jour, un de mes patients a fait ce lapsus incroyable. Il allait du côté de la Touraine, il disait je reviens au pays de Val-de-Boire. Vous voyez comme quoi dans l'inconscient ça existe, hein, quand même, clairement. Hein. Alors, je crois qu'il faut surtout abandonner, enfin moi ça ne m'intéresse pas trop d'ailleurs, cette querelle qu'il y a entre ce que seraient comme ça les hygiénistes d'un côté, et alors non pas les épicuriens de l'autre, quoique Henri Pénard-Ruiz a eu raison de dire qu'on a toujours besoin d'un petit rappel d'Épicure, et ça nous a fait du bien, mais qu'effectivement les jouisseurs de la vie, c'est les sybarites et non pas les épicuriens. Et Henri Pénard-Ruiz est clairement un bel épicurien. Donc, j'avais envie de parler d'abord en mon nom propre, non pas au nom de la Société française d'alcoolologie dont je suis administrateur. J'ai clairement dit à notre cher et bien-aimé président, je parlerai en mon nom, pour dire ce que j'ai envie de dire sur un thème avec un titre, vous voyez, qui est déjà un peu confusionnant, si j'ose dire. Comment on peut dire alcool et résilience, addiction ou contradiction? Ben, c'est un peu, d'ailleurs, l'enjeu. C'est aussi l'expression de toute notre ambivalence, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la capacité, après avoir vécu un traumatisme, non pas une épreuve simplement, mais un traumatisme, et une personne sur deux, au courant de sa vie, va vivre un traumatisme, c'est la capacité de refaire un nouveau développement. Non pas de revenir comme avant, mais de refaire un développement. Et pour refaire ce développement, eh bien, il faut qu'on trouve sur notre route des ressources. Ces ressources, Boris Cyrulnik, génialement, les a appelées les tuteurs de résilience. Et quand on a effectivement ces tuteurs de résilience, qu'on a eu la chance d'avoir un bon attachement quand on était enfant dans le développement de l'enfant, eh ben, sauf que l'alcool, là en l'occurrence, on a l'impression au début qu'il sert un peu de tuteur de résilience. Je vais y revenir dans un instant, bien que ce ne soit pas une résilience aboutie, bien évidemment, surtout quand les gens se réalcoolisent, je dirais, ou rechutent. Alors on voit bien, si vous voulez, que les personnes changent, nous-mêmes nous changeons, que les temps changent d'une façon générale, que les comportements d'alcoolisation changent. Regardez les jeunes par rapport on devrait dire le binge drinking, mais il y a aussi le speed drinking. C'est pas tout à fait la même chose. Mais passons sur les détails. Il y a aussi cette idée que malgré le fait que nous changeons, que les temps changent, que les comportements changent, puisque la consommation d'alcool, 1950 pour citer rapidement, c'était environ 23-25 litres d'alcool par personne et par an. Aujourd'hui, c'est 12-13 litres. Bien, malgré ça, c'est toujours 4 à 5% de gens qui sont toujours pris prisonniers de l'alcoolodépendance. Donc il se passe quelque chose. Et où ça se passe? Parce que notre erreur fondamentale serait de dire « Ah ben oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Il y a d'un côté les alcoolodépendants, puis il y a les autres. » Le problème, c'est que parfois ça glisse dans cet aspect dimensionnel d'un état à l'autre, et parfois nous-mêmes, on ne s'en aperçoit pas toujours. Et quand à un moment, il y a Bernard nous a parlé du système de récompense, on a le hold-up du système de récompense. Quelque chose vient prendre la main, si j'ose dire. Et là, bien sûr qu'on pourra quelque chose.
Hubert de Sacy. Bien sûr que les changements, et vous l'avez évoqué, à travers toutes les conditions d'un changement pluriel, peuvent améliorer les choses, mais il n'en demeure pas moins vrai que quand on est piégé, si j'ose dire, psychologiquement et biologiquement, ce matin, Henri Pénard-Ruiz disait la liberté. Regardez, cette question de la liberté est comme du libre arbitre. Sartre disait, en écho à la phrase classique, la liberté, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut. Sartre a dit, attends, non, c'est pas pouvoir faire tout ce que l'on veut, c'est vouloir faire déjà ce que l'on peut. Ce qui pose la question du libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Philosophiquement, ontologiquement, c'est déjà la capacité même de ne pas choisir. C'est pas de dire entre A et B. Alors, est-ce que finalement, entre guillemets, celui qu'on va nommer l'alcoolique, désignation que personnellement j'abhorre complètement, parce que c'est vrai qu'on a connu, qu'on prenne ça par le bout de la lorgnette de l'Europe occidentale, avec l'assommoir, ça a été dit ce matin, ou le bout des États-Unis, qu'est-ce que c'était l'alcoolisme? C'était l'ivrognerie, le vice, le péché. Et ça, c'est incroyablement stigmatisant, et encore plus pour les femmes. Il a fallu attendre Magnus Huss, fin du 19e, et surtout Pierre Fouquet, pour dire l'alcoolisme, c'est la perte de liberté de s'abstenir de boire. C'est-à-dire qu'on en a fait une maladie. Au début, on en a fait une maladie au sens des conséquences de l'alcool. Le biologiste dirait, qu'est-ce que c'est la maladie alcoolique? Eh bien, c'est quand on consomme plus d'éthanol qu'on peut en métaboliser. À partir du moment où Pierre Fouquet a posé ces termes-là, la perte de la liberté de s'abstenir de boire, et qu'on a parlé de termes de maladie, on sortait de la culpabilisation, de la condamnation de l'alcoolique. Mais entre nous, quand on dit à quelqu'un, vous êtes malade, alcoolique, dépendant, est-ce que vous pensez que c'est restaurant narcissique mort? Ben non. Le mot alcoolique est toujours un mot guillotine qui trie, juge et condamne. Et mon grand ami Jean Maisondieu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Alcooléens, était justement en réaction. S'il a donné ce titre, Les Alcooléens, c'était en réaction à ça. C'est-à-dire que le mot alcoolique, il continue de fonctionner comme un mot qui trie, juge et condamne. Seulement, quand utiliser le terme d'alcooléen, on ne va pas non plus changer grand-chose. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est nos représentations à nous qui doivent changer. Que quand quelqu'un est pris dans cet enfer, si j'ose dire, addictif, il faut bien comprendre qu'il est prisonnier lui-même de quelque chose qui est plus fort que lui et que c'est là où, effectivement, les liens, la création des liens individuels et sociaux, culturels aussi, va changer la donne, pour autant que nous puissions changer de représentation. Alors, effectivement, on voit bien que janvier est passé, on est le 1er février. J'ai fait d'ailleurs le dry January, le janvier sec. Je me suis inscrit, j'ai fait le janvier sec. Mon épouse aussi, on a fait le janvier sec. Elle était moyennement contente d'ailleurs à la fin. Bon, enfin, je le dis honnêtement. Hein. Mais on en avait un petit peu marre. Bon, on s'est dit finalement, c'est hier soir. Bon, finalement, on va prendre un petit quelque chose. Puis bon, donc on a fait une petite entorse légère. N'empêche que je trouve que c'est... Bon, Jean, tu disais que c'était un peu idiot. Moi, je ne suis pas sûr complètement, parce que le fait de faire une expérience comme ça, où on s'évalue soi-même, les gens qui disent « Docteur, moi je me suis arrêté pendant une semaine, j'ai vu, hein, je ne suis pas dépendant, hein, je ne suis pas alcoolique hein. », c'est faux ça. Ça ne tient pas, ça. Ça ne tient pas dans le champ addictologique. Il faut au moins 3 semaines pour commencer à dire véritablement « Là, je n'ai pas éprouvé le manque, là, je suis au clair avec moi, etc. » Donc, il faut quand même un temps un peu plus long. Mais ce n'est pas suffisant non plus comme condition. Donc, rappelons-nous que ce qui va poser la question de l'addiction. Mais regardez, on parle de maladie alcoolique. Vous prenez n'importe quel magazine aujourd'hui, n'importe quelle émission télé, quand on vous parle d'alcoolisme, on vous parle de maladie alcoolique. Ok, très bien, c'est un gain, mais qu'est-ce que c'est la maladie? Et quand je pose la question à des étudiants en médecine ou à des collègues, mais qu'est-ce que c'est la maladie? Vous savez ce qu'on me répond? 9 fois sur 10, c'est la perte de l'état de santé. Ah bon, d'accord, c'est la perte de l'état de santé. Alors qu'est-ce que c'est la santé? Alors la santé, on me sort la définition de l'AMS. Il y a un épidémiologiste là, je fais très attention à ce que je dis, je parle sous son contrôle. Un parfait état de bien-être moral et social. On est tous malades. C'est une définition de toxicomane depuis 1947. C'est incroyable ce truc. Je préfère la définition de Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique, qui dit la santé, c'est la capacité de tomber malade et de s'en relever. Parce qu'il faut de la santé hein, pour sortir d'un cancer ou d'une dépression ou d'une dépendance, justement. Alors maladie, donc c'est pas au sens biomédical. Ah oui, d'accord, on va dire, oui, mais c'est un comportement, vous avez bien vu, c'est une conduite, c'est un comportement. Donc c'est au sens psychiatrique. Alors donc l'alcoolisme, c'est de la psychiatrie. Alors qu'est-ce que c'est la psychiatrie? La psychiatrie, c'est un psychiatre français qui s'appelle Henri Ey, il y a des hôpitaux qui portent son nom, EY, qui a dit la psychiatrie, c'est la branche de la médecine qui s'intéresse à la perte du libre arbitre. Je pose la question en sondage dans un amphithéâtre d'étudiants en médecine, et je leur dis alors, est-ce que l'alcoolique a perdu son libre arbitre? Et en général, il y a la moitié de l'amphi qui dit oui.
Alors je dis, dans ces cas-là, s'il a perdu son libre arbitre, comment vous pouvez oser même lui demander de se soigner? Ça n'a aucun sens. Donc il a une perte partielle de son libre arbitre. Vous voyez? C'est pas faux. Vous voyez? L'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer quand même. Hein? Ou on pourrait dire aussi, c'est l'humour est à la vie ce que la rampe est à l'escalier. Donc ça donne bien aussi l'image. Donc j'en viens, vous voyez, ce n'est pas une maladie au sens biomédical. Ce n'est pas une maladie au sens psychiatrique, même s'il y a des comorbidités psychiatriques. Il y a des troubles bipolaires, il y a des psychoses, il y a de la dépression. Tout ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas en faire un champ psychiatrique. Alors, après, on était rentré dans le côté œcuménique. Vous savez, la dimension œcuménique, en matière de santé, ça marche très bien. On dit que c'est du biopsychosocial. Comme ça, quand on a tout dit, on n'a rien dit. Ça donne des phrases à peu près du genre « Avec la femme que vous avez dans le HLM où vous vivez, je boirai aussi ». Ah, c'est sympathique, mais c'est pas très aidant, quoi. Donc, il faut être quand même très vigilant là-dessus, quand on veut être un peu comme ça, globalisant, soi-disant holistique. Quand on dit malade, ben moi, personnellement, j'ai dans ma référence littéraire et philosophique le Talmud. Et qu'est-ce que ça veut dire maladie? Ça veut dire qu'on a du mal à dire. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire d'un alcoolique. C'est qu'il a du mal à dire quelque chose qui est enchâssé depuis très longtemps dans une histoire personnelle de troubles de l'attachement, de traumatisme, etc. Et ce qui avait fait dire à mon grand ami Lionel Bénichou, qui était un très grand alcoologue, il avait dit finalement, la cure en matière d'alcool ne peut être qu'une cure de parole. Vous voyez? Alors on pourrait essayer de repérer comme ça dans l'itinérance, on pourrait dire, du malade alcoolique, quelles sont les étapes si on veut essayer d'y comprendre quelque chose. Étapes dans lesquelles nous sommes tous concernés. D'ailleurs, on peut tous à un moment passer d'une étape à une autre étape et glisser, si j'ose dire, sans apercevoir. La première étape, c'est quoi? Ça m'a été donné par un patient. La phrase. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Vous savez, docteur, boire, ce n'est pas le problème. C'est la solution. Vous entendez ça? Vous êtes un peu scotché. Vous pouvez m'éclairer? Oui, c'est la solution, c'est l'éponge anti-souffrance. C'est ce qui me permet, moi, de moins souffrir. Avec l'alcool, j'ai l'impression d'être. Je me sens exister. Et l'alcool, reconnaissez-le, est un objet fidèle à disposition. Enfin, on le retrouve toujours. Ce n'est pas le cas de tous les amis ou de toutes les rencontres que l'on fait. Donc c'est ça, boire est la solution vitale. Et rappelez-vous ce que disait Marguerite Duras dans La vie matérielle, page 252, non là c'est pour vous impressionner. Marguerite Duras disait « Il n'a jamais pu se faire, elle avait 17 ans, qu'un jour d'adolescence, je n'ai éprouvé ce vide. » Attendez, ce n'est pas un vide intellectuel, hein, c'est qu'il n'y a plus de plancher là. Au sens psychanalytique, c'est le narcissisme, c'est la faille narcissique, c'est ce que Balint appelait le défaut fondamental. Il manque du tissu, il manque quelque chose. C'est une faille originaire. Et à ce moment-là, il faut penser que boire la solution vitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là que c'est l'alcoolique qui fait l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase absconde? Ça veut dire que c'est l'alcoolique qui désigne dans l'alcool, un peu comme les trois cordes d'un luth, la fonction euphorique, désinhibitrice ou anxiolytique. Je me sers de l'alcool pour... Vous voyez, on n'est plus dans le plaisir du Janus à deux visages, avec d'un côté le plaisir, l'autre côté la souffrance. Non, non. Là, on est dans le soulagement de quelque chose. Qu'est-ce que dit Malcolm Lowry dans Au-dessus d'un volcan? Il dit « La souffrance de l'être est indicible ». C'est-à-dire que précisément, on ne peut pas la dire. Donc, vous voyez, l'alcool, effectivement, l'alcoolique fait l'alcool. Et ça peut durer des années. Des années. Puis un jour, et d'ailleurs ça dure des années, puisqu'à un moment, on pourrait dire que la tolérance à l'alcool signe la réussite du buveur. Regardez, depuis 10 ans, 15 ans, ça a marché magnifiquement. Et puis un jour, ça s'effondre. C'est l'échec du boire, deuxième étape. Et dans l'échec du boire, alors là, on va effeuiller la marguerite. Parce que l'échec du boire, c'est le moment où on vous a retiré le vote permis parce que vous étiez en conduite en état d'ébriété ou au moins d'alcoolisation. 2, ça varie énormément. Après, selon, ou alors c'est le patron qui dit, écoutez, mon vieux, si vous continuez à boire, je ne peux pas vous garder. C'est l'épouse qui dit, écoute, c'est la bouteille ou moi. Enfin, vous connaissez tous ces schémas, toutes ces configurations. Et quand je dis effeuiller la marguerite, c'est que c'est très variable. Regardez, dans le milieu biologique, les gamma-GT, il y a 20 ans, c'était les mêmes. Par contre, regardez le taux d'alcoolémie, on est passé de 1 gramme, 0,80 g, 0,50 g. Dans certains pays, c'est 0 quand on conduit. Donc, vous voyez, il y a déjà... parlons pas des métiers. Hein. Moi, à un moment, j'ai participé à une petite commission de travail sur les pilotes d'Air France, vous savez, qui est remonté quand même dans les avions, avec un taux d'alcoolémie loin d'être négligeable. Vous me direz, ça se conduit à peu près tout seul en avion. Oui, mais quand même. Parce qu'il y avait les mignonnettes. Je ne parle pas des hôtesses de l'air. Je parle, vous savez, des petits... Bon. Enfin bon, peu importe.
Donc, vous voyez, il y a un moment où la tolérance s'effondre. Est-ce que vous pensez qu'à cette étape-là de l'échec du boire, la personne est en mesure de dire « j'arrête de boire » ? Mais pas du tout. Elle est totalement encore dans le déni de ça. Le déni, vous voulez que je vous l'éclaire par une petite image, une petite histoire. Eh bien, imaginez un Slave, je ne vais pas dire un Polonais, parce que mon père était polonais. Puis comme on dit tout le temps sous comme un Polonais, pour dire d'ailleurs qu'ils avaient du coffre, je vais prendre un Slave de chez Poutine qui arrive ici dans une brasserie bordelaise. Et alors, il appelle le garçon. Alors, le garçon s'approche, il dit « Gentil monsieur, si vous voulez bien, apportez-moi 3 vodkas. » Oui, alors 3 vodkas ensemble Oui, 3 vodkas ensemble. Moi, habitué, 3 vodkas ensemble. Parce que chez nous, si vous voulez, nous, on boit un Bordeaux, puis après un autre Bordeaux ou un Bourgogne, enfin, peu importe, vous voyez, ou une bière. Non, habitude, pour moi, 3 vodkas ensemble. Il lui dit, il paye, je lui amène les 3 vodkas. Alors, effectivement, il s'envoie les 3 vodkas, l'une tout de suite, l'une derrière l'autre. Et ça inquiète et interpelle quand même le garçon. Alors, il dit, gentil monsieur, si vous voulez poser question, moi, pas de problème, grand plaisir de répondre. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, chez nous, on prend, encore une fois, je vous disais un Bordeaux, puis mais vous, c'est 3 comme ça. Je me demandais pourquoi. Très facile, moi, répondre, gentil monsieur. Je bois santé de mon père, je bois santé de ma mère, je bois à ma santé. Et puis, les semaines passent, et puis il revient un mois après. Gentil garçon, est-ce possible pour moi apporter 2 vodkas ? On dit là, je ne lui pose pas de questions parce que ça ne sent pas bon. Mais si vous voulez, la curiosité l'emporte. Il revient, il dit, c'est-à-dire qu'avant, très facile, moi, répondre, gentil monsieur. Oui, là, 2 vodkas, je bois à ma santé, je bois à santé de mon père, je bois à santé de ma mère. Moi, j'ai arrêté de boire. Vous avez la définition du déni. Le déni, c'est le doigt dans le pot de confiture. Si vous voulez, le déni, c'est une opération incroyable, qu'on a tous d'ailleurs. Hein. Le déni, c'est une opération coûteuse énergétiquement, mais qui fonctionne assez bien pendant un certain temps. Donc là, on est dans l'échec du boire. De l'échec du boire arrive une 3e étape évidente. Ça veut dire l'arrêt du boire. Abstinence. Regardez ce mot, abstinere en latin, tenir l'objet éloigné. Je tiens la bouteille éloignée. Voilà, je la tiens éloignée. Mais là, on est dans l'hypnose négative, hein. Parce que je la tiens éloignée, mais comme vu qu'il y en a partout, de l'alcool, enfin, c'est facile de se trouver réattiré dedans. Et clac, à un moment, c'est comme quand on jouait avec les trombones, vous savez, les aimants. Ping, à un moment, le petit trombone se rapproche de l'aimant, toc, on est piégé. Et là, dans cette étape-là, là, on peut dire, attention, c'est l'alcool qui fait l'alcoolique. D'ailleurs, c'est le discours des médecins, c'est le discours de la société, c'est l'alcool le fauteur de troubles. Si vous saviez, docteur, regardez, même dans les stations-service, il n'y aurait plus d'alcool, il n'y aurait plus d'alcoolique. Mon œil, on l'a bien vu avec la prohibition. Ça ne tient pas, ce truc-là. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas Charles Bukowski, mais quand même du côté du whisky, qui était pas mal, c'était Churchill. Et Churchill arrive à tenir ensemble les 2 phrases, la phrase du début, à savoir, l'alcoolique fait l'alcool, c'était le mode d'entrée, et puis là, maintenant, dans l'échec du boire, ou l'arrêt du boire, plus exactement, c'est l'alcool qui fait l'alcoolique. Et qu'est-ce qu'il a dit, Churchill ? Il a dit, le whisky m'a beaucoup pris, mais j'ai encore beaucoup plus pris au whisky. C'est exactement ça. Vous voyez, cette notion de paradoxe, d'ambivalence dans laquelle on est tous d'ailleurs, parce que les objets d'addiction, on est tous. Alors vous voyez, quand tout à l'heure je vous disais, c'est pas une maladie au sens psychiatrique, même s'il y a des comorbidités, c'est plutôt une maladie au sens de maladie, et le rôle de la parole est important. Alors vous allez dire, dans ces cas-là, pourquoi on a introduit ce terme d'addiction par rapport au terme de dépendance ? Moi j'aimais bien le terme dépendance, parce qu'on est tous dépendants. Enfin, si quelqu'un peut... Oui, ah oui, c'est ça. Kiki le chien surtout. Et on est tous dépendants. Et j'aime bien cette formulation où quand on est NAIT, eh bien, si vous voulez, on est complètement dépendant de notre figure d'attachement première, qui est notre mère. En l'occurrence, ça peut être éventuellement quelqu'un d'autre, mais c'est ça. Et que d'une certaine manière, on va sortir de la couveuse à peu près vers 15 ans, vers cet état improprement qualifié de pseudo-adulte. Vous voyez, encore que maintenant, ça tire encore un peu plus loin. Ce qui fait que quand on était dans cette dépendance absolue et première, on va finalement changer de prise régulièrement pour trouver des nouveaux objets d'addiction, si j'ose dire, ou d'attachement, plus exactement. On a eu notre doudou, notre nanin, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, de sorte qu'arrivé à l'étape dite adulte, on est quelque part tous un peu addictés de quelque chose, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas, ça. On ne voit pas à quel point on peut être accroché à quelque chose, à des objets qui nous servent aussi d'éléments de ressources. Mais ce n'est pas une addiction au sens pathologique.
Je me rappelle, je vais régulièrement en Suisse, ils ont fait une étude en Suisse absolument passionnante, où dans un amphi comme ça, ils demandent à l'assistance, écoutez, on va faire une expérience, vous allez être bien rémunéré, c'est 500 francs suisses, juste pour l'expérience. Vous allez déposer vos portables dans un panier là devant, vous aurez le droit de téléphoner pour dire que pendant une semaine, vous n'avez pas vos portables, mais vous touchez cash 500 francs suisses non imposables. Parfait. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont descendu leur portable pour qu'on mette l'étiquette, le nom, et toucher les 500 €. Sauf qu'ils sont aperçus très vite dans l'étude qu'au bout de 3 à 4 jours, plus de la moitié des gens étaient revenus en disant « Écoutez, les 500 €, je vous les redonne, je vais récupérer mon portable. » C'est-à-dire que la dynamique de dépendance, elle est tout le temps. Mais la dynamique addictive, si on parle en termes de pathologie véritable, pour moi, ma conception, on peut la discuter et la critiquer, mais pour moi, l'addiction, c'est mettre une sensation à la place d'une émotion. C'est parce que dans ma vie d'enfant, dans mon développement, je ne sais pas réguler mes émotions, qu'à un moment, je rencontre l'alcool, je rencontre la cigarette, je rencontre telle ou telle conduite ou tel objet, et que ça me calme. Et quand ça me calme, mon cerveau, là, au niveau, il l'a bien dit, au niveau de l'aire tegmentale ventrale antérieure, mais pas que, mon cerveau a enregistré que ça fonctionnait. Ce qui fait que comme il l'a enregistré, à chaque fois que je vais éprouver un nouveau truc, je vais être sous contrôle d'un pilote automatique qui va se mettre en route dans la répétition de plus en plus et qui va être de plus en plus fort. Et l'addiction, c'est ça. C'est mettre une sensation à la place d'une émotion. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été troublé dans l'oralité du départ, c'est-à-dire très initial. Oralité, ça nous fait évoquer Michel Guérard, bien évidemment, parce que l'oralité, c'est un peu plus compliqué simplement que la saveur et la bouche, etc. C'est très complexe. Freud disait c'est le premier stade. C'est vrai que dans la vie, quand vous ratez l'oral, à l'examen, les autres stades suivent. Mais quand je dis l'oralité, je m'étais posé la question, vous allez voir le cheminement. Je m'étais posé la question, mais pourquoi ils vont vers l'alcool et pas vers autre chose ? On voit bien qu'entre un héroïnomane et l'alcool, c'est pas la même conduite. Il y en a un qui se pique, il y a quand même un geste un peu auto-agressif. Dans l'alcool, c'est pas ça. C'est un univers un peu liquide, on part dans un autre état. Bon, très bien, il y a une fonction anxiolytique, désinhibitrice, euphorisante, c'est autre chose. Mais pourquoi l'alcool ? Pourquoi l'alcool vient là à un moment, etc. Et d'ailleurs, regardez les mots utilisés dans le vocabulaire. Il biberonne, il tète. La cigarette aussi d'ailleurs. On parle de sevrage, on parle de post-sevrage. Vous voyez, on est dans un truc, et c'est bizarre ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation première, nourrissante ou trop gavante, ou au contraire trop privante ? Et je discute de ça avec une amie psychanalyste et regrettée, malheureusement qui nous a quittés, qui était une très grande psychanalyste. Elle me dit, mon impression clinique, en écoutant les gens pendant des années, ça a été que la bouche n'est pas érogénéisée. La bouche n'est pas faite. Ce matin, on parlait de plaisir. Ben non, justement, c'est pas ça qu'on cherche dans cet alcool-là. On cherche une sensation forte qui nous fait exister, qui nous donne le sentiment d'exister. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le goût d'un bon entre-deux-mers. Non, on n'est pas dans ce truc-là. On est dans quelque chose qui est effectivement une sensation forte. Du coup, j'en parle à mon ami Lionel Nakache, grand neuroscientifique, et je lui dis, Lionel, il faut que tu m'éclaires. On a discuté avec Michel Mongeau, qui me dit que la bouche n'est pas assez érogénisée. Au niveau de la somatotopie cérébrale, ça doit se vérifier, ça. Il me dit, tu rigoles ou quoi ? Il me dit, on a fait des études en IRM où on s'est aperçu que la zone S3 du cerveau chez les alcooliques, mais pas que, chez les anorexiques aussi, était complètement, non pas atrophiée, mais nettement diminuée. Autrement dit, ils n'ont pas de bouche. La bouche, ça sert à quoi ? Ça sert à parler, ce que j'essaie péniblement de faire, non, agréablement faire. C'est ce qu'on appelle la libido orale. Il y a aussi, ça sert à embrasser, ça sert à respirer, ça sert à manger, ça sert à chanter. Oui. Le problème, effectivement, chez les alcooliques, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe d'entrée dans la maladie alcoolique et un paradoxe de sortie. C'est faramineux quand on y réfléchit. Le paradoxe d'entrée, c'est « je sais que l'alcool me tue, mais sans alcool, je ne peux pas vivre ». Vous voyez, un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. Une contradiction, c'est deux logiques qui s'affrontent. Un paradoxe, c'est deux logiques qui sont compatibles. Un niveau de mon cortex préfrontal, je sais que l'alcool me tue, oui, je suis bien informé, comme dit Hubert ce matin, j'ai une bonne information. Un niveau affectif, oui, mais je ne peux pas m'en passer. Ou du moins, le problème de l'alcool, c'est pas qu'ils boivent mal, si j'ose dire, c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour vivre, si ce n'est en buvant. D'ailleurs, boire en espagnol et en latin,
c'est la même chose. Beber, bibir, c'est la même chose. C'est le même mot, quoi. Une voyelle près, enfin une consonance près. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans le paradoxe d'entrée, je sais que l'alcool me tue, mais sans alcool, je ne peux pas vivre. Le paradoxe de sortie est encore plus faramineux. Puisque je ne peux pas m'en passer, je ne vais plus en boire une goutte. C'est incroyable. Et autrement dit, l'alcoolique s'arrêtera de boire le jour où il s'aperçoit véritablement, avec l'aide du lien, des différents concours, qu'il ne peut pas s'arrêter. C'est là où ça commence. C'est là où il s'ouvre vers autre chose. Mais si c'est uniquement sur une injonction d'arrêter de boire, ça ne fonctionne pas. Donc, boire, la solution. Et on posait la question tout à l'heure, finalement, c'est inverse, c'est à combien? Ce n'est pas un rapport quantitatif, l'addiction. Un jour, c'est un patient qui m'a dit ça. Il m'a dit, un verre, c'est trop, 10, c'est pas assez. Là, vous avez compris, quoi. Et c'est exactement ça. J'ai deux patientes actuellement qui sont addictes au sucre. Quand je dis addictes au sucre, ce n'est pas les gâteaux, c'est qu'elles prennent le sucrier plein avec une cuillère à soupe. Vous imaginez? Voilà, et on vide le... Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande addiction au sucre. Donc on voit bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui échappe dans les mécanismes de contrôle. Donc on voit aussi, et ce qu'on a très bien repéré dans la clinique alcoologique, c'est qu'il y a une espèce d'angoisse de l'entre-deux. C'est ça qui est incroyable. Chez ces gens-là, il y a une angoisse. Il y a une angoisse de l'entre-deux, c'est-à-dire passer d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, ou d'un lieu à un autre. Entre parenthèses, nos amis les AA, s'ils ne sont pas trompés, ils vont chercher les gens quand ils viennent pour la première fois à la réunion, ils les ramènent à la réunion. Parce qu'il y a quelque chose dans ce défaut fondamental dont je parlais tout à l'heure, dans ce trou narcissique ou cette faille qui fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intolérable. Encore une fois, ce côté indicible. Et tant qu'on n'a pas dépassé un peu quelque chose, on va être arrivé à ce moment-là à la troisième étape, et j'en aurai bientôt terminé. Il me reste combien de temps ? C'est parfait. Dans la troisième étape, c'est boire ou ne pas boire. C'est le drame shakespearien. Est-ce que je continue à boire ou ne pas boire? C'est les gens qui négocient avec nous, qui disent « Écoutez, docteur, ça fait quand même 2 mois que je suis abstinent, et puis là, il va y avoir la communion du petit. Alors, Oui, mais le problème, c'est comme la bicyclette, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez beau ne pas en avoir fait depuis un certain temps, dès que vous remontez dessus, c'est bon, quoi. Parce que le problème, c'est que l'alcool, avec la dopamine, laisse une trace dans le cerveau, ce qui fait que j'ai vu des gens 10-15 ans après qui étaient vraiment dans la dépendance à l'alcool et qui repartent dedans allègrement, quoi. Donc, il faut le savoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on va juger ça. C'est la question, là, quelqu'un peut faire une expérience. On peut faire, et on le fait d'ailleurs, l'expérience des réductions de consommation et de la consommation contrôlée, que je trouve très intéressant comme démarche. Mais en même temps, c'est difficile. Donc, vous voyez, cette étape, boire ou ne pas boire, drame shakespearien. Moi, quand je suis rentré en alcoolologie à Saint-André, je salue Charles Malabo, Pierre Bernard, c'est l'équipe avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Après, ils m'ont éjecté, mais enfin, c'est pas grave. Mais j'ai bu après, pour compenser, bien évidemment. Et qu'est-ce qui me... Où j'en étais là? Charles, tu m'as troublé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est dans cette dynamique-là, si vous voulez, il faut essayer de se sortir, mais... Quand je suis arrivé à Saint-André, il y avait Gérald Berton, le docteur Gérald Berton, sa mémoire est honorée parce qu'il c'était un clinicien qui était très très près de ses patients, et il disait le dogme, abstinence totale, absolue et définitive. Punaise, quand on lit Jack London, vous savez ce qu'il disait, Jack London, qui n'était pas Charles Bukowski, mais pas mal non plus côté alcool, il disait quand j'entends abstinence totale, absolue, totale et définitive, il dit ça résonne en moi comme une condamnation à mort. Il n'y a plus qu'à espérer la grâce présidentielle ou de devancer le jour de sa mort, ce qu'il aurait semble-t-il fait à 40 ans. Problème. Quand Marguerite Duras dit « ce qui fait que quand on boit, on ne va pas se suicider », c'est qu'elle dit « une fois qu'on est mort, on ne boira plus ». Ça s'appelle la passion alcool. Oui, on est très loin entre guillemets, des petits flirts addictifs qu'on a tous plus ou moins. Non, on est en vraie pathologie, on est dans une vraie maladie du système de récompense, on est vraiment dans quelque chose qui est un vrai piège, quoi. Et alors, la dernière étape, eh bien, c'est ne plus boire, et après. Parce qu'il ne faut pas que l'abstinence soit vue comme une amputation, bien évidemment. La question, ce n'est pas ça. Si c'est vécu comme une amputation, on ne va pas aller très loin avec ça. Et je me rappelle d'une équipe de Milan, avec un prof de psychiatrie assez génial, addictologue avant l'heure, puisqu'à l'époque, on ne parlait même pas d'addictologie.
Et il disait, dans son équipe, où on fait de la cafouillothérapie, ou plutôt de la bricolothérapie, comme dans tous les services d'ailleurs, et bon, alors ils faisaient leurs trucs, leurs petits ateliers, leurs machins, les groupes de parole, c'est très bien tout ça. Et puis, lui, il entend parler des thérapies cognitivo-comportementales. Il dit à son chef de clinique, à un cadre infirmier, vous allez vous former aux États-Unis sur les thérapies cognitivo-comportementales. Il semble que les résultats soient nettement meilleurs. Ils y vont pendant 1 an. Ils reviennent et ils sont formés aux thérapies, au TCC, comme on dit, thérapie cognitivo-comportementale. On leur apprend l'assertivité, corriger les distorsions de pensée, enfin tout ça, ils font ça très bien. Ils reviennent et ce prof de psychiatrie dit on va faire 2 groupes randomisés. On va faire un groupe avec notre, on va dire, bricolothérapie habituelle, puis on va faire un groupe avec TCC. OK. Et ils suivent ça. Au bout d'1 an, ils s'aperçoivent que dans le groupe TCC, les résultats sont statistiquement, significativement meilleurs. Le prof de psychiatrie aurait pu dire oh ben c'est bon, on arrête tout ce qu'on faisait avant, on centre tout sur les TCC. Là, prudence, sagesse, on va se donner 4 ou 5 ans. Ils font un outcome, ils suivent les gens pendant 5 ans. Il y a des perdus de vue, mais dans les 2 groupes à peu près équivalents. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils constatent? C'est que dans le groupe qui a été traité abstinent, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu plus de suicides, il y a eu plus de maladies somatiques. Il s'est passé quelque chose dans l'économie psychique de la personne. Autrement dit, la question qu'on doit toujours se poser, quelle est la fonction de l'objet ou de la conduite qui nous rend addicts, et qu'on ne peut pas se libérer comme ça d'un comportement, d'une conduite ou d'un objet si on n'a pas repensé le sujet qui est derrière. Parce que moi, l'alcool, je m'en fous de l'alcool en tant que tel. Ce n'est pas l'objet alcool, ma préoccupation clinique. C'est la relation à l'alcool. C'est la relation au fait qu'il y a un malade du boire, mais autour de lui, il y a des malades du voir boire. Et quand Madame Dupont est mariée avec Monsieur Dupont, qu'on appelle tous le sac à vin dans le voisinage, et que Monsieur Dupont ne fait plus rien, que c'est Madame Dupont qui s'occupe de tous les enfants, qui s'occupe du budget du ménage, etc., qu'un jour, Monsieur Dupont dit « Je m'en vais à Orthez, je vais faire une cure ». Il va faire sa cure, il rentre, il ne boit plus, il est abstinent, il a envie de reprendre sa place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Madame Dupont fait une dépression. Vous voyez le mobile de Calder? Quand quelque chose bouge dans un système, il y a aussi d'autres réactions. C'est-à-dire que comment ça fonctionne? L'alcool, bien sûr, est un lubrifiant social, un lubrifiant familial. Parfois c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ça fait exploser tout. Et qu'il faut bien qu'on réfléchisse, si on diabolise l'alcool, si on ne réfléchit qu'à l'objet alcool, on se trompe lourdement. Il est dans une dimension culturelle, il est dans une dimension sociale, il est dans une dimension environnementale. Mais pour autant, s'il y a une chose sur laquelle il faut lutter, c'est contre la honte, qui est à mon avis le mécanisme, le déterminant fondamental de l'alcoolodépendance. Rappelez-vous du Petit Prince et de la planète du buveur. Pourquoi je bois parce que j'ai honte. Et pourquoi tu as honte? Parce que je bois. Enfin, on tourne en rond, si vous voulez. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et on tourne en rond parce que, là aussi, rencontrer un alcoolique, eh ben, c'est pas si simple. On les croise. Est-ce qu'on les rencontre? Lui, il est dans un temps circulaire, comme le temps de l'enfant psychotique, vous savez, qui remplit un seau. Quand le seau est rempli, il le vide. Et quand il est vide, il le remplit et on continue comme ça. Vidage et remplissage. Et nous, on est dans le temps de l'agenda, avec pas beaucoup de temps, quelques espaces dans les événements. Notre rencontre ne peut être que tangentielle. Et quand on a la chance qu'il y ait une véritable rencontre et qu'on peut tisser du lien, alors peut-être quelque chose peut se faire. Moi, je me rappelle de mon père, quand il voyait quelqu'un qui était un peu éméché dans la rue, quand j'habitais un petit village, il disait « Regarde, il n'est pas tout seul ». Incroyable cette phrase. Vous avez entendu cette phrase, il n'est pas tout seul. Et oui, il n'est pas tout seul, il est accompagné. Il va lui falloir d'ailleurs divorcer de l'alcool. Il va falloir même remercier l'alcool. Peut-être que sans l'alcool, il n'en serait pas où il est là. Parce que boire, effectivement, est la solution, ou plus exactement, c'est d'abord une solution avant d'être un problème. Et c'est là où se fait la résilience. Et je terminerai par une phrase de Cesare Pavese, que j'aime beaucoup, qui disait « Tu seras aimé le jour où tu pourras dire ta faiblesse sans que l'autre s'en serve contre toi. » Merci. Merci infiniment.